Question d'actualité, c'est maintenant. Question d'actualité, c'est maintenant. Parole de foi média. L'actualité. Actualité. Monsieur Jesse Numbi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un analyste politique connu. Dernièrement, vous avez fait une réflexion concernant la taxe RAM qui, d'après vous, aurait pu permettre d'acheter des avions ou de relancer notre compagnie aérienne. Mais depuis votre réflexion, le gouvernement a versé 10 millions de dollars à cette société. Vous êtes satisfait ? Je pense que notre réflexion était que nous puissions faire des choses beaucoup plus solides. J'ai appris ensemble avec vous que le gouvernement a versé 10 millions. Mais le grand problème, ce n'est pas les 10 millions qu'on a versés, mais c'est pourquoi on les a versés. Pour quelle fin ? La société avait besoin de 28 millions pour réparer, ou plutôt pour acheter de nouveaux moteurs et relancer 2 avions, des aéronefs qui étaient disponibles. Mais lorsque l'on veut aller louer 2 aéronefs, au lieu de réparer ou plutôt de relancer nos propres aéronefs, moi je pense que je ne suis pas satisfait. En fait, nous préférons choisir des calmants au lieu de solutionner le problème. C'est vrai que nous avons un besoin crucial d'avoir des aéronefs dans l'air, mais le plus important, c'est de réfléchir comment nous pouvons avoir quelque chose de permanent et de durable. Il y a, selon les estimations du DG de Congo Airways, il fallait 14 millions par aéronef. Donc moi je pense, si on a 10 millions, on pouvait facilement ajouter 4 millions. Je pense que c'est possible dans ce pays parce qu'il y a de l'argent qui circule quand on entend ce qui se passe, quand nous suivons les dépassements budgétaires que nous sommes en train de voir et nous ne savons même pas à quoi ça sert, quand nous voyons les déplacements massifs des ministres, des membres du gouvernement ou de ceux qui accompagnent les responsables de la République, nous avons l'impression qu'il y a quand même de l'argent qui est en train d'être gaspillé quelque part et qu'on peut affecter à des œuvres utiles. Mais justement, le gouvernement a un bon projet de lancer une nouvelle compagnie d'aviation. Non, ça c'est encore un problème. Vous savez, le pays, il y a eu un problème avec l'AC. Il y avait un problème avec Air Zahir, il y avait un problème avec l'AC, il y a maintenant un problème avec Congo Airways. On voudrait changer. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? C'est une forme d'escroquerie. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est-à-dire, on est dans l'incapacité de payer les dettes, on se déclare en faillite et on crée une nouvelle société. En attendant, les anciennes dettes continuent. Conséquence, c'est quoi ? Parce qu'on connaît l'actionnaire majoritaire, c'est l'État. C'est toujours l'État congolais, c'est toujours l'État congolais. Et la difficulté se situe à quel niveau ? On ne nous fait plus confiance. Or, en affaires, en business, c'est la confiance, c'est le crédit qui est plus important. Alors, si on ne nous fait plus confiance, voilà pourquoi il est difficile qu'on nous accorde même des avions en leasing. Il est difficile qu'on puisse accorder aujourd'hui. C'était déjà fait une première fois. Oui, on l'a déjà fait, on n'a pas respecté les engagements, voyez-vous. Nous avons des difficultés à respecter les engagements. Et lorsque nous voulons créer une nouvelle société, les gens ils ne sont pas dupes. Ils savent que vous créez une nouvelle société pour fuir les dettes de l'ancienne société. Et ça, ce n'est pas sérieux. Moi, je pense qu'il est possible de réorganiser les choses et de relancer correctement. Le directeur général est venu, il a présenté le problème de Congo Airways. Nous avons tous compris que le problème de Congo Airways n'est pas un problème de financement, mais plutôt un problème de gestion. C'est un problème d'abord de gestion. Il faudrait que nous puissions mettre des personnes à la place qu'il faut et il faut qu'il y ait un suivi. J'ai appris depuis un temps qu'après le rapport de l'IGF, qu'il y avait un problème. Il y avait un décalage dans les chiffres, on ne sait pas vrai ou faux, mais il y avait un problème à ce niveau-là. Et l'IGF parlait même d'un décalage de 22 millions. Ça signifie qu'il y a eu détournement de 22 millions, alors que nous avons besoin de 14 millions, de 28 millions. Il y a une suite judiciaire à cela ? C'est ça le problème, je ne sais pas, mais jusque-là, il n'y a rien. C'est le malheur de notre pays. On fait des tapages pour dire qu'il y a un état de droit, mais l'état de droit, ce n'est pas dénoncer le mal. L'état de droit, c'est découvrir le mal, l'IGF fait son travail, mais que la justice puisse aller jusqu'au bout. L'IGF fait du bon travail alors ? Je ne sais pas dire qu'ils font du bon travail, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de tapage. Parce que si l'IGF fait du bruit, nous ne pouvons pas croire totalement à l'IGF si on ne va pas au fond des choses. Il faut confronter les gens. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe ? L'IGF annonce des chiffres, les gérants ou les gestionnaires accusés, ils répondent que c'est faux.
Et finalement, il n'y a personne pour les confronter. Parce que la personne qui devait les confronter, c'est la justice. Il fallait que la justice fasse aussi des enquêtes et que la justice puisse établir les responsabilités. Et s'il y a remboursement, parce que dans ce pays, on doit arrêter de faire une justice... moi, j'appelle ça une justice fantaisiste. Non, fantaisiste. Pourquoi? Parce qu'on arrête des gens, mais on ne récupère jamais. Même dans la Bible, quand vous avez volé des biens, vous devez rembourser jusqu'au dernier denier. La loi du talion, alors? Non, pas vraiment la loi du talion, mais on doit être correct. La loi prévoit que lorsque vous avez volé, que vous puissiez au moins rendre. Non seulement vous rendez, d'ailleurs, vous rendez même avec des dommages et intérêts. Donc, il faudrait que l'on sache que si une personne a détourné de l'argent de l'État, on connaît ses biens. Mais malheureusement, chez nous, on va vous mettre en prison ou on va peut-être vous déranger un tout petit peu et puis on vous déplace du poste que vous avez occupé pendant un temps, on va vous envoyer à un autre poste. En attendant, vos biens, vous les gardez. Tout ce que vous avez détourné, vous les gardez dans vos banques ou à travers d'autres biens. Donc ça, c'est pas correct. Si on revenait encore à Congo Airways, est-ce que quelque part, ces sociétés n'est pas victime d'une politique sociale du gouvernement? Parce que dans les normes internationales, pour un avion, il faut 70 personnes. Mais la moyenne ici, c'est jusqu'à 500 personnes pour un avion. Parce qu'il faut Vous parlez des employés? Oui, des employés, oui. Bon, je pense qu'il y a eu quand même un peu d'exagération. J'ai essayé de vérifier les éléments. Il y a eu trop de tapage dans les médias où on a parlé... de 1000 agents ou ainsi de suite. Non, j'ai appris jusqu'en 2018, Congo Airways avait même réduit le nombre des agents. On parlait de 329 à peu près. Alors, si nous considérons 329 pour 4 ou 5 aéronefs, je pense qu'ils sont un tout petit peu dans la norme. Mais qu'à cela ne tienne, il est vrai que nous devons nous conformer. En même temps, il y a des besoins financiers, il y a des fonctionnements, des besoins de fonctionnement. Nous devons avoir un minimum pour le besoin de fonctionnement, mais il ne faudrait pas exagérer avec des engagements un peu intempestifs. Parce qu'aujourd'hui, les engagements politiques font qu'on est obligé de caser les membres du parti politique, les mettre quelque part quand même, pour que l'on dise, bon, voilà, on s'est occupé des militants. C'est aussi un problème, effectivement, social que nous posons. Mais la réalité de Congo Airways, c'est plutôt la gestion. Parce que le gestionnaire, c'est lui qui doit décider s'il faut engager ou pas. Lorsque le gestionnaire exagère dans ce domaine-là, il y a des contrôleurs. Congo Airways est une entreprise du portefeuille de l'État. C'est-à-dire que le Parlement contrôle, c'est-à-dire que l'IGF contrôle, c'est-à-dire qu'il y a tous ces contrôles-là. Ça signifie qu'il y a eu faille à tous les niveaux, même au niveau des ministères, des tutelles. Donc, il y a eu faille à beaucoup de niveaux, au niveau du gestionnaire et au niveau de ceux qui devraient faire le suivi, de l'audit. Donc, à ce niveau, je pense que ce n'est pas vraiment un problème de la politique sociale parce que quand nous allons même dans le social, il faut aller voir combien touchent ces agents-là. Est-ce que c'est vraiment du social que l'on fait? Moi, je ne pense pas. C'est plutôt une mégestion et pour des raisons politiques, les gens sont en train de mettre leurs agents et ils récupèrent tout l'argent. Avec ce que j'ai suivi dernièrement, d'ailleurs, avec le DG, qui parle des sociétés de sous-traitance qui tournent autour de Congo Airways. On parle des centaines. On va y arriver. Certains analystes comme vous avaient prédit qu'en baissant les prix, le coût du billet, Congo Airways allait faire faillite. Vous avez cette opinion? Oui, je pense que là aussi, c'était une décision un peu prise à la hâte. Je pense que de telles décisions, il faut qu'on arrête de prendre des décisions politiques dans le domaine économique. C'est trop hâtif. Parce que quand vous prenez la décision, le prix d'un billet ou le prix d'un bien est fonction de beaucoup d'aspects. Il y a la fiscalité qui entre en ligne de compte. Alors, selon les acteurs dans le domaine de l'aviation, beaucoup d'opérateurs ne veulent pas venir au Congo à cause de la fiscalité, à cause de tracasseries. Trop de taxes, taxes. Voilà, tout à fait. Et c'est ce qui fait que les gens ne viennent pas. Et c'est ce qui fait que le billet est trop cher chez nous. Alors, quand on le réduit sans tenir compte en amont de corriger au niveau de la taxe, ça pose des problèmes. Voilà, c'est la conséquence. Congo Airways est à ce niveau. Mais je pense qu'il ne faudrait pas que nous puissions attribuer cette responsabilité uniquement au niveau du prix du billet ou de la taxe, mais aussi au niveau de la gestion. Donc, je pense que les responsabilités sont à plusieurs niveaux.
Selon des chiffres à consolider, dans l'ancien prix du billet, il y avait par exemple jusqu'à $50 à $80 pour le repas, inclus dans le billet, c'était pas trop. C'était effectivement trop. Je pense que si on devait réduire, c'est pour ça que je parle de la structure du prix d'un bien, la structure du prix du billet était fonction de toutes ces choses-là. Si on devrait réduire le billet, juste enlever la restauration, je pense que ça serait réduit de $80, par exemple. Je pense que c'est tout à fait logique que l'on dise non, le coût du repas est trop cher, nous ne prenions même pas un repas aussi consistant. Alors, il fallait réduire le prix du billet à $300 ou à $280. Je pense que c'était quand même raisonnable. Aller jusqu'à $198. Ça a été quand même un coup dur par rapport à Congo Airways. D'autant plus qu'on n'a pas vérifié toutes les dépenses de Congo Airways. Parce que, selon ce que nous constatons, il fallait d'abord voir quelles sont les dépenses de fonctionnement de Congo Airways pour que nous puissions réduire le coût du billet et voir quel sera le chiffre d'affaires. Parmi les postes qui alourdissent le prix du billet, il y a sur le carburant. Tout à fait. Trop cher ici. Tout à fait. Qui est trop cher, effectivement, à cause des taxes. Effectivement, parce que lorsque vous devez prendre le carburant, nous savons tous comment ça fonctionne. Il n'y a pas que la société d'État qui s'en plaint. Même les autres, CAA et toutes les autres qui ont fermé. Plusieurs venaient et après quelques mois, ils sont partis. Nous avons vu des sociétés qui n'ont fait que 2 mois. 2 mois et puis ils sont repartis. Ils n'ont pas pu tenir par rapport à la RDC. Alors que... Le prix du parking aussi. Alors que... Ah oui, tout ça, ce sont des taxes, en fait, des coûts qui entrent en ligne de compte et qui peuvent encourager une entreprise à venir ou à ne pas venir. Alors que dans certains pays, il y a des avions qui chôment. Il y a des avions qui ne savent pas où aller parce qu'ils en ont assez. Dernièrement, les pétroliers, en ce qui concerne le transport par route, ils ont réclamé que le gouvernement puisse payer le manque à gagner. Est-ce que pour les avions, il n'y a pas, disons, une disposition comme celle-là afin que le gouvernement puisse suppléer? Vous savez, moi je pense que actuellement le gouvernement ne saura pas suppléer dans tous les cas parce que le gouvernement est déjà buté à beaucoup de charges. Mais je ne peux pas comprendre qu'un gouvernement qui est buté à beaucoup de charges, surtout à beaucoup de priorités, puisse se permettre à être beaucoup trop dans le social. Moi, je ne veux pas... La vérité des prix. Je ne veux pas refuser... Oui, tout à fait. Je ne veux pas refuser que l'on allège un tout petit peu le coût de vie des Congolais, mais il y a certaines... par exemple, prendre l'avion, pour le Congolais, ne devrait pas être considéré comme une activité de tout le monde, voyez-vous. Je ne dis pas que c'est du luxe, mais à un moment, il faudrait que l'on paye le prix. Que l'on paye le prix. Donc, si on laissait $10, $15 de plus, je ne pense pas que ça créerait beaucoup de problèmes, pourvu que ça puisse maintenir. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a baissé le prix, mais nous sommes aussi obligés de payer maintenant 2 fois, voire même 3 fois 198 pour arriver à Kinshasa, parce que certains doivent passer par Éthiopiane, certains Addis Abeba, certains par Nairobi, pour arriver à Kinshasa, voyez-vous. Donc, je pense qu'il faut prendre des décisions qui vont à long terme, plutôt que de prendre des décisions soi-disant sociales, mais qui risquent de s'estomper après quelques mois. Alors que le transport aérien devienne un transport élitiste? Je ne veux pas dire qu'ils doivent être élitistes, mais nous étions à $340. Si nous étions rentrés à $280, je ne pense pas que ça soit vraiment élitiste. Ce n'est pas un luxe, ça pouvait marcher. Et le plus important, ce n'est pas de satisfaire le consommateur seulement, mais c'est de préserver aussi la vache qui produit le lait. Donc, il ne faudrait pas que nous pensions plus au lait et oublier que cette vache doit être entretenue. Donc, moi, je pense que le prix doit être équilibré. On ne doit pas baisser pour se conformer à ce qui se passe dans d'autres pays. Parce que le grand problème, c'est celui-là. J'ai voyagé en Afrique du Sud, j'ai trouvé que c'est moins cher, alors il faut que je mette ça. Non, il faudrait aller voir la structure en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui fait que l'on puisse mettre à ce prix-là? Et nous voyons cette structure-là. Si ce n'est pas la même structure que chez nous, nous ne pouvons pas aller de cette manière-là. Pour certains pays, par exemple l'Afrique du Sud que vous citez, si on compare toutes choses étant égales par ailleurs, 1000 km au Congo par avion, c'est 3 fois... Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Mais voyez-vous, je vais vous donner juste un petit élément. Nous allons à l'aéroport de Lubumbashi, particulièrement. Dès que vous arrivez au péage, vous payez $15.
Voyez-vous, vous entrez avec votre voiture, vous payez 15 dollars. Pour entrer dans l'avion, en dehors de votre billet, vous payez encore 15 dollars pour un vol local. Oui. Pour un vol local. Mais aujourd'hui, pour aller à Kinshasa, on est obligé de payer 50 dollars parce que on fait presque l'international. Donc, vous payez encore 15 dollars pour le GoPass. Tous ces coûts-là, ça vient encore alourdir pour rien. On nous dit qu'on réduit, mais en attendant, nous sommes en train de réaugmenter encore. Moi, je pense qu'il y a lieu de corriger certaines choses. Il y a lieu d'assainir notre fiscalité, d'assainir les coûts un tout petit peu au niveau de l'aéroport, au niveau de la RVA, au niveau même des services qui gèrent l'aviation civile chez nous, pour que le coût puisse permettre à ce que le coût du billet puisse baisser. Parce que le coût du billet, l'opérateur économique, il fait son prix en fonction d'une certaine structure par rapport aux bénéfices qu'il doit avoir. Vous leur obligez de mettre un prix, mais après, vous constatez que les avions ne sont plus entretenus. Est-ce qu'il faut peut-être ouvrir le capital de Congo Airways? Mais le capital est ouvert. Bon, est-ce qu'il faut l'ouvrir au privé? Oui. Moi, je pense que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Parce que CAA marche quand même. C'est pas mauvais. Plus ou moins, CAA, ça marche, c'est un privé. Oui, mais c'est pas mauvais, mais il faut encore que nous puissions arriver à respecter les principes. Parce que souvent, la difficulté qu'il y a, c'est que nous allons lancer l'ouverture du capital. Et puis, lorsqu'il faut nommer, surtout au niveau des gestionnaires, lorsqu'il faut nommer les gestionnaires, chez nous, c'est beaucoup plus politique et non pas technique. On va nommer une personne parce qu'il est membre d'un parti politique ou parce qu'il est membre de telle famille. Et finalement, ça va créer des discordances avec les autres. Mais je pense que si on peut ouvrir le capital, c'est une des solutions pour ne pas puiser. Parce que l'État n'a pas assez de moyens aujourd'hui. L'État n'a pas assez de moyens. Toutes ces sociétés de portefeuille qui sont actionnaires de Congo Airways, ils n'ont pas assez de capitaux pour refinancer. S'il faut ouvrir, moi je pense que ce n'est pas mauvais de faire du partenariat privé-public. C'est une opportunité. Les 10 millions dont on a parlé là, on peut facilement les obtenir d'un privé. On peut faire un partenariat avec d'autres compagnies d'aviation qui existent et qui viennent investir dans notre capital. Monsieur Jesse Numbi, nous allons aborder un autre sujet qui est tout aussi délicat, c'est les mines. Dans le discours du chef de l'État et même du gouverneur du Haut-Lualaba, ils ont soulevé le contraste entre la grande richesse du Congo et ce que les Congolais reçoivent à la fin. C'est un paradoxe, c'est même un contraste que le bon Dieu lui-même, je pense, il est en train de regretter. Si dans la Bible on dit un jour que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme, je pense qu'à un moment, Dieu peut-être se repent d'avoir donné toutes ces richesses à la RDC parce que nous n'arrivons pas à en jouir ou à en bénéficier. À un moment, on a parlé de la colonisation, de l'exploitation par le Belge qui a tout pris pour lui. Et puis après, c'était le Congolais lui-même. Mais aujourd'hui, on peut parler de la colonisation des Congolais par les Congolais eux-mêmes. Il y a des Congolais qui s'enrichissent par les mines. Donc, on rentre à la colonisation? C'est une autre forme de colonisation par des Congolais. Il y a des Congolais, il y a des familles congolaises qui sont en train de s'enrichir. Ils deviennent millionnaires en quelques mois, en quelques jours. Et il y a les Congolais lambda qui sont en train... Les discours, on en a marre. Moi, je ne peux pas comprendre comment un décideur peut continuer à se plaindre. Je ne peux pas comprendre. C'est comme un père ou une mère de famille qui rentre dans sa maison et qui se plaint que la maison est sale. Mais c'est vous la responsable. Toutes les personnes qui travaillent dans votre maison sont vos agents. Ce sont vos agents. Comment vous pouvez encore vous plaindre? Vous devez plutôt agir. Alors moi, je ne comprends pas comment 5 ans après, on se plaint. C'est anormal. Et vous pensez que les dirigeants congolais peuvent faire face aux multinationales? Tout à fait, parce que c'est le dirigeant congolais qui est le responsable numéro 1 de toutes ces richesses. On ne devrait pas se plaindre, on devrait mettre en place des mécanismes pour contrôler ou pour faire bénéficier de ces richesses à notre pays. Il y a des contrats que nous signons. Il y a eu des contrats sino-congolais
il suffit seulement de les respecter. Quand je lis le contrat, c'est un bon contrat. Il suffit seulement de respecter les engagements ou de faire respecter les engagements des uns et des autres. Et le là-bas ne serait pas ce qu'il est. Donc le problème, c'est au niveau des décideurs, au niveau des gestionnaires. Quand il faut faire respecter, ceux qui ont signé, ce sont les multinationales. Il faut les faire respecter. Mais le problème, ce ne sont pas les multinationales qui refusent de respecter. Parce qu'eux, ils sont déjà suivis avec... le contrôle par l'ITIE, ils sont très suivis et contrôlés. Ils ont peur d'être d'être fichés au niveau des bourses internationales. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau des Congolais où on est trop habitué aux commissions, on est trop habitué à ne pas respecter les engagements. Et finalement, quand ils donnent les moyens, ces moyens sont détournés. C'est ça la réalité. Si on prenait par exemple l'exemple du Nigeria, il y a peut-être 30 ans, 40 ans, ce pays contrôlait moins de 10% de sa manne pétrolière. Mais petit à petit, le pays a commencé à réacheter des actifs, à investir dans les entreprises. C'est une solution pour la RDC aussi? Je pense que quand vous parlez de réinvestissement, c'est très important. Regardez, avec le nouveau code minier, le Congo s'est réapproprié à peu près 10% au lieu de 2%. De rétrocession, n'est-ce pas, de redevance. Donc ici déjà, c'était un grand pas. Mais le deuxième problème, comme vous l'avez dit, c'est que nous avons comme rente minière. Qu'est-ce que nous en faisons? C'est ça le plus important. Nous devrions normalement réinvestir. Il y a un problème aujourd'hui, on parle de l'AMIBA par exemple, il y a un problème de certification. Les mines de l'AMIBA ne sont pas certifiées. On ne sait même pas ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est un problème. On ne peut pas exploiter sans savoir ce que nous avons à l'intérieur. Aujourd'hui, il faudrait que nous puissions avoir une certification au niveau des mines que nous avons. Et ça, c'est un travail que le Congo devrait faire. Ce n'est pas normal qu'une entreprise privés viennent et commencent par la certification. Ils vont nous dribbler, voyez-vous. Nous allons leur vendre comment sans savoir la réserve qu'il y a là-dedans. Donc, il est important que nous puissions d'abord certifier nos mines. Et ça, c'est avec les redevances que nous avons que nous devons réinvestir. Mais regardez dans notre budget. Qu'est-ce qui se passe? On a parlé de dépassement budgétaire. Mais quand vous voyez le dépassement, jamais un dépassement dans le domaine d'investissement agricole. Jamais un dépassement dans le domaine d'investissement des nouvelles entreprises, de création des entreprises, ainsi de suite. Jamais de dépassement dans la construction des routes. Mais les dépassements, c'est où? Fonctionnement des institutions centrales. Voyez-vous, ça c'est du gaspillage. C'est que nous ne savons pas orienter nos richesses. Vous avez parlé du cas du Nigeria, je n'ai pas toutes les précisions, mais à vous croire ce que vous venez de dire, c'est très important de réinvestir. L'État doit apprendre à réinvestir dans des domaines beaucoup plus lucratifs. Beaucoup plus lucratifs et beaucoup plus qui sont prometteurs, n'est-ce pas, d'un développement induit à tous les niveaux. Donc c'est ça qui est plus important. Il ne faudrait pas que nous puissions dépenser de l'argent, plus dans les missions, plus dans des actions politiques, plus dans des actions d'éclat, ou encore dans les éléphants blancs, comme on le fait aujourd'hui à Kinshasa et par-ci par-là. On fait trop de bruit, 145 territoires, patati patata, mais c'est des actions qui n'ont pas une portée économique beaucoup plus rentable. Le gouvernement a quand même pensé aux communautés impactées par l'exploitation minière. Nous avons le cahier des charges, nous avons la redevance minière, nous avons la rétrocession des 0,3%. Tout ça, ce n'est pas des solutions. Donc ça, c'est des solutions. C'est pour ça que nous saluons le code minier, le nouveau code minier. Effectivement, c'est un texte très intéressant. Bon, je ne sais pas parfait, mais il est très bon, mais il faut le suivre. Alors, le problème de la redevance, effectivement, il faudrait que nous puissions travailler pour que l'autorité locale, n'est-ce pas, soit capable de bien faire son travail. Déjà, il y a un problème avec ces autorités-là. Prenons les autorités de la commune qui sont jusqu'à aujourd'hui nommées, n'est-ce pas, dans des partis politiques, deux fois sans qualité, n'est-ce pas. Ils sont là et au lieu de servir la communauté locale, ils servent plutôt ceux qui les ont nommés. Voyez-vous, c'est pour ça que nous militons pour que les élections arrivent jusqu'à la base. C'est très important pour que ces gens sachent qu'ils servent plutôt le peuple qui les a établis et non pas la personne qui les a nommés. Ça, c'est un premier problème très important. Un deuxième problème, c'est le suivi. Est-ce qu'il y a un contrôle? Nous constatons qu'il y a redevance, nous constatons qu'il y a de l'argent qui revient, mais est-ce qu'on contrôle ces chefs coutumiers qui reçoivent la redevance? C'est un bon débat, nous aurons l'occasion d'y revenir. Monsieur Jesse Numbi, je rappelle que vous êtes un analyste politique et je vous remercie. Merci beaucoup, c'était un plaisir de participer à cet échange. Merci beaucoup.
Question d'actualité, c'est maintenant. Question d'actualité, c'est maintenant. Parole de foi média. L'actualité. Actualité.